Bonjour les amis, les abonnés. Donc comme promis, on se retrouve ce soir pour le thème le système respiratoire. Donc j'ai réussi à m'en tenir à faire la vidéo ce soir, mais la vidéo, pardon, j'ai juste fait tomber quelque chose, c'est rien de grave. Mais la vidéo sera diffusée en fait, après minuit, donc ça donnera mardi pour vous quoi. Mais bon, c'est pas grave quoi. En fait, là il est lundi, minuit moins le quart. Voilà, je m'y prends un peu tard, mais j'ai que ces heures-là le soir, entre 20h et minuit, pour faire mes vidéos, quoi, parce que je suis très prise. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ben, ça va toujours gentiment. Hein. Je vais pas dire que du jour au lendemain, tac, ça va mieux. Voilà, gentiment, mais sûrement, je me remets petit à petit, jour en jour. Mais comme ces temps-là, c'est un petit peu au point mort, ma santé. J'ai pas mal donc au talon, où j'ai eu 6 fractures. Ça me fait assez mal. Surtout avec le changement de temps et aussi au dos, j'ai assez mal, ouais, au dos. Et puis toujours mes névralgies d'Arnold, mais bon, ça, je suis un petit peu entre guillemets habituée, c'est triste à dire, mais c'est vrai. Voilà, donc je sais, le système respiratoire, je vais vous parler un petit peu avec mon bouquin que j'avais fait, avec lequel j'avais étudié secrétaire médical. Comme ça, il y a une petite présentation que je trouvais chouette. Et ensuite, avec ce que j'ai trouvé sur Internet, que j'ai imprimé. Et puis, je vais aussi vous montrer une photo de tout le système respiratoire, des poumons, de la trachée, de tout, quoi. Donc, c'est parti, on y va. Comme ça fait pas trop long, la vidéo. Comme d'habitude, j'ai toujours un petit peu à boire. Bon, sauf hier, j'avais oublié de prendre ma tasse. Je me suis dit, pendant l'exposé d'hier, je vais pas me relever pour aller chercher à boire. Je me permets juste de boire un schluck. Voilà. Donc, je me souviens par contre que j'avais fait sur l'asthme. Je m'étais dit, mais il me semble que j'ai fait quelque chose sur le système respiratoire, mais en fait, c'était sur l'asthme. Donc l'asthme, je m'en parlais, mais juste en gros, genre 2 minutes, quoi. C'est juste pour parler des maladies inflammatoires les plus courantes. Voilà. Alors, le système respiratoire. Pour vivre et assurer leur fonction, les cellules du corps humain ont besoin d'oxygène. C'est le système respiratoire, formé par les voies respiratoires, les vaisseaux pulmonaires, les poumons et les muscles associés, qui assure l'apport d'oxygène au sang. Ce dernier le distribue ensuite aux autres tissus. Parallèlement, la respiration débarrasse l'organisme du dioxyde de carbone ou gaz carbonique résiduel issu du métabolisme. Voilà. La respiration, c'est-à-dire l'échange d'air entre les poumons et le milieu extérieur, est généralement un processus involontaire, mais peut être aussi volontairement contrôlé. Voilà. C'est vrai qu'on respire sans s'en rendre compte, mais si on veut, on peut bloquer notre respiration. Mais bien sûr, il faut y penser. Donc si on n'y pense pas, on va inconsciemment respirer tout le temps. Mais des fois, on bloque aussi notre respiration sans s'en rendre compte, c'est vrai. Et puis, ça, c'est certaines maladies où des fois, quand on est en situation de stress, on va bloquer la respiration ou comme ça, quoi. Voilà. Donc ici, je vous montre sur mon chouette livre qui s'appelle Le corps humain. Voilà, le système respiratoire, ça correspond à tout ça. Voilà. Voilà. D'ailleurs, le système respiratoire. Mais c'est clair que c'est plus intéressant de regarder une vidéo YouTube que de lire. Bon, j'adore aussi lire, mais à choisir, des fois, j'aime bien aussi regarder une vidéo YouTube pour écouter ou m'informer d'un sujet, quoi, quelconque. Voilà, et là-bas, on a des poumons, quoi, hein. Avec l'intérieur d'un poumon, avec les bronchioles. La trachée, voilà, c'est assez compliqué. Il y a pas mal de termes médicaux. C'est pour ça que j'ai raccourci le thème, parce que c'est difficile. En un immense truc, en quelque chose plutôt, pardon, de pas trop long non plus et de compréhensif, parce que du trop difficile, on n'est pas ici pour faire des cours de médecine non plus. Pour ça, il y a des sites où c'est 4 heures de médecine non-stop, où ça c'est pour vraiment les médecins qui regardent, quoi, vraiment, ou peut-être les infirmières aussi, et tous les autres professionnels de la santé.
Voilà. Alors, maintenant, je lirai quelques petits passages ici. Peut-être, j'aurai un petit passage sur les poumons, mais c'est pour après. Donc ici, je commence sur l'appareil respiratoire ou le système respiratoire. Alors, l'appareil respiratoire, appelé aussi système respiratoire, est l'ensemble des organes de l'animal et de l'être humain qui permet d'acheminer le dioxygène, O2, de l'extérieur, air ou eau, vers les cellules et d'éliminer le dioxyde de carbone, CO2, produit durant la respiration cellulaire. Car, pour produire de l'énergie, les cellules utilisent de l'O2 et rejettent du CO2. Les cellules n'ont souvent pas d'accès direct à l'O2, car elles sont enfouies dans le corps. Je m'excuse, je me suis un tout petit peu broutée, excusez-moi, mais petite confondation entre le O2 et CO2, voilà, excusez-moi. Afin de pouvoir capter l'O2 nécessaire, les animaux et les êtres humains terrestres ont généralement développé des poumons ou des branchies pour les animaux aquatiques qui sont fortement vascularisés. Ces organes ont pour but d'augmenter la surface d'échange entre le milieu et le sang par des alvéoles pour les mammifères. Donc on en fait partie, on est des mammifères. Hein. Les parabronches pour les oiseaux, des filaments et des lamelles pour les branchies. Mais d'autres surfaces peuvent être utilisées pour les échanges gazeux, en particulier la peau. Un système de ventilation adapté pour remplir et vider les poumons ou faire passer de l'eau par les branchies est aussi nécessaire. Définition de l'appareil respiratoire. Tous les animaux et les êtres humains multicellulaires ont besoin d'O2 pour vivre. Pour créer de l'énergie, les cellules de leur corps absorbent l'O2 et rejettent du CO2. Comme le CO2 génère de l'acide carbonique qui est nocif pour le corps en trop grande quantité, il doit être éliminé à la même vitesse que l'O2 est absorbé. Le mécanisme global de la respiration comprend 4 étapes. 1. La ventilation qui permet de créer un flux d'air ou d'eau vers la surface d'échange avec la circulation interne du corps. La surface d'échange de l'O2 et du CO2 entre l'air ou l'eau et la circulation interne du corps. 3. Le transport de l'O2 et du CO2 à l'intérieur du corps. 4. L'échange de l'O2 et du CO2 entre la circulation interne et les cellules. Quand l'O2 est entré dans la cellule, la respiration cellulaire commence. Les organes nécessaires pour assurer l'étape 1 et 2 constituent l'appareil respiratoire. Beaucoup d'animaux et d'êtres humains, en particulier ceux de petite taille, n'ont pas d'appareil respiratoire. Alors attendez, là il y a une erreur. D'être humain, c'est faux. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis d'être humain, ça ne joue pas avec la phrase. Alors je reprends la phrase en ayant biffé. Beaucoup d'animaux, en particulier ceux de petite taille, n'ont pas d'appareil respiratoire car la distance entre leurs cellules et l'extérieur est suffisamment petite pour que les échanges de gaz peuvent se faire directement. C'est par exemple le cas des méduses et des vers plats. Les insectes ont un système de ventilation, mais pas de transport des gaz à l'intérieur de leur corps. Ils ont des tubes qui connectent directement les cellules avec l'extérieur. Les salamandres de la famille des Plétotondidae n'ont pas de système de ventilation. Le passage des gaz se fait uniquement par la peau. 2 types de ventilation. La ventilation pour les animaux
et les êtres humains à ventilation interne peut se faire de deux manières. 1. La respiration tidale. L'air ou l'eau entre puis sort par les mêmes ouvertures. Il y a l'inspiration puis l'expiration. 2. La respiration à flux unidirectionnel. L'air ou l'eau entre par une ouverture puis sort par une autre. La respiration à flux unidirectionnel est plus efficace car elle permet non seulement un apport de l'O2 en continu, mais aussi un flux du sang à contre-courant de l'apport en O2 qui assure une optimisation de l'absorption en O2. Respiration aérienne. Comme l'air contient beaucoup plus de dioxygène que l'eau, au niveau de la mer, l'air en contient 209 ml par litre et l'eau douce à 0 degré au maximum 10 ml par litre. La surface d'échange est proportionnellement plus faible pour les animaux à respiration aérienne que pour ceux à respiration aquatique. De plus, comme la viscosité de l'air est plus faible que celle de l'eau, l'énergie nécessaire à la ventilation est aussi réduite. Les mammifères, donc nous aussi, les mammifères, je vous le répète, vous le savez, excusez-moi, qui ont un métabolisme très élevé et qui nécessitent ainsi un apport d'oxygène important, ont un système respiratoire plutôt inefficace. Un problème de la respiration aérienne est que l'air dessèche les surfaces respiratoires. Ainsi, pour les animaux qui ne vivent pas dans un milieu aquatique, la respiration aérienne se fait à l'intérieur du corps, dans un environnement protégé et humidifié par une sécrétion appropriée. De plus, comme l'air est un gaz, il est facilement compressible, ce qui exige que les tubes qui amènent l'air vers les surfaces d'échange des gaz restent ouvertes et ne s'effondrent pas. Ouais, j'ai oublié de vous dire, j'ai aussi pris la respiration sur les animaux, c'était aussi intéressant un petit peu d'en parler. Même sur certains sites, comme vous avez pu le remarquer avant, il y a quelques petites erreurs, comme là, il parlait de l'être humain, alors que c'était que les animaux, en fait. On le voyait bien d'après la phrase, comme ça a été expliqué. Donc voilà, je trouve intéressant aussi. Puis là, dans mon livre, après, je vais plutôt vous parler vraiment de l'être humain, seulement de l'être humain. Voilà. Chez les mammifères. Alors, la preuve, chez les mammifères, ils dessinent un être humain. Alors, peut-être que... Alors, attendez. Alors, nez, pharynx, larynx, œsophage, trachée, bronche, bronchiole, diaphragme. Et ici, veine pulmonaire, artère pulmonaire et alvéole. Voilà. La plupart des mammifères respirent principalement en utilisant l'appareil respiratoire, mais dégagent aussi 1% à 2% de leur CO2 par leur peau. Les chauves-souris sont même capables d'éliminer jusqu'à 12% de leur CO2 pendant leur vol. Les organes de la ventilation. Chez les mammifères, l'air entre par le nez, passe par la gorge, pharynx, puis larynx, et la trachée, puis dans deux tubes, les bronches, un à droite et un à gauche, qui entrent dans les poumons. Dans chacun de ces poumons, les bronches se ramifient en voie aérienne de plus en plus petites, les bronchioles, pour aboutir dans de petits sacs, les alvéoles, où se fait l'échange avec la circulation interne, le sang. Les mammifères ont donc une respiration tidale. L'air est aspiré jusque dans les alvéoles lors de l'inspiration et est chassé par le même chemin en sens inverse lors de l'expiration. En passant par le nez, l'air est réchauffé, humidifié et partiellement filtré. Au niveau du pharynx, il y a un croisement avec l'œsophage, le tube utilisé pour la nourriture.
Un mécanisme particulier, en conjonction avec le larynx, permet d'avaler sans que la nourriture entre dans les voies respiratoires. En haut de la trachée, des glandes sécrètent un mucus qui lubrifie les voies respiratoires et des petits cils poussent les impuretés vers l'extérieur. La trachée et les bronches sont entourées de petits cercles cartilagineux qui assurent que ces tubes restent ouverts. Les petites bronchioles sont entourées de muscles qui permettent de réguler la quantité d'air dans les alvéoles. Le mécanisme de la ventilation. Les poumons occupent la plus grande partie de la cage thoracique. Ils sont très élastiques et reprennent leur forme dès qu'ils ne sont plus distendus. Chaque poumon est plongé dans un sac à double paroi, le sac pleural, qui renferme un liquide. Ceci permet à ceux-ci de glisser dans la cage thoracique lors des mouvements respiratoires. Les sacs pleuraux sont attachés à la cage thoracique. Un grand muscle en forme de coupole, le diaphragme, délimite la cage thoracique vers le bas. Lors de l'inspiration, ce muscle se contracte, descend vers le bas et agrandit ainsi le volume de la cage thoracique. Les poumons se distendent et augmentent, y aspirant de l'air venant de l'extérieur. Lors de l'expiration, le diaphragme se relâche. Les poumons reprennent leur forme normale, tirant le diaphragme vers le haut et chassant l'air vers l'extérieur. Lors d'un effort, les cellules ont besoin accru d'O2. Le nombre de respirations et le volume respiratoire va être augmenté. Par exemple, un cheval de 450 kg au trot rapide va augmenter sa fréquence respiratoire de 12 cycles par minute et au repos à 60 cycles par minute. Et son volume d'air inspiré va être multiplié par 4, passant de 6 litres au repos à 25 litres pendant le trot rapide. Pour pouvoir augmenter le volume respiratoire, d'autres muscles sont mis en œuvre outre le diaphragme. Ceux-ci se trouvent entre les côtes de la cage thoracique, les muscles intercostaux. Lors de l'inspiration active, les muscles intercostaux externes se contractent afin de soulever les côtes et le sternum et ainsi augmenter le volume de la cage thoracique, donc des poumons qui y sont attachés. Lors de l'expiration active, les muscles intercostaux internes se contractent, réduisant le volume de la cage thoracique et les muscles se trouvent sur le ventre, juste en dessous du sternum. Les muscles droits de l'abdomen se contractent pour pousser le diaphragme vers le haut, réduisant encore le volume des poumons. Alvéoles. Les poumons des humains contiennent environ 600 millions d'alvéoles de 0,3 mm de diamètre. Elles sont humidifiées à l'intérieur par une mince couche d'un liquide qui contribue à son élasticité, mais aussi empêche que l'alvéole ne se rétracte complètement. La paroi de chaque alvéole est formée d'une couche de cellules très aplatie et est entourée d'un réseau très dense de petits vaisseaux sanguins, appelés capillaires pulmonaires. La surface totale d'échange entre l'air et ces capillaires représente environ 150 mètres carrés chez l'être humain, la grandeur d'un petit court de tennis. Incroyable, hein? Les petits animaux perdent proportionnellement plus de chaleur et ont donc un métabolisme plus élevé, ce qui demande un apport en O2 proportionnellement accru. Et bien que le volume de leurs poumons soit proportionnellement un peu plus petit, la surface d'échange est proportionnellement bien supérieure car la grandeur des alvéoles est réduite, pouvant ainsi en augmenter le nombre et la densité des capillaires pulmonaires est augmentée. Transport de l'O2 dans le sang. Tous les vertébrés ont une circulation sanguine qui transporte les gaz entre les poumons et les cellules. Les mammifères et les oiseaux ont une circulation qui sépare totalement le sang riche en O2 et le sang riche en CO2.
L'O2 ne se dissout que très peu dans le sang. Un humain consomme 250 ml égale 0,25 litres de O2 par minute, mais seulement 15 ml de O2 sont dissous dans le sang à chaque instant. Une protéine, l'hémoglobine, pour les vertébrés, qui peut attacher 4 molécules d'O2, va transporter l'O2 nécessaire. Chaque globule rouge du sang contient environ 250 millions de molécules d'hémoglobine. Chez les mammifères, 98,5% du O2 est transporté de cette manière. Chez les poissons, la proportion est moins grande, environ 95%. Certains poissons, les poissons de glace de l'Antarctique vivant dans une mer très froide et fortement oxygénée, n'ont pas d'hémoglobine. L'O2 est transporté que de manière dissoute dans le sang. Le nombre de globules rouges varie lors d'une activité physique prolongée, d'un séjour en haute altitude ou lors d'une maladie. L'hémoglobine est une très grande molécule qui contient 4 atomes de fer et qui est rouge lorsqu'elle a attaché l'O2 et bleu autrement. Elle a beaucoup de variantes d'une espèce à une autre, et même chez l'humain, la composition de l'hémoglobine varie entre le fœtus, le nouveau-né et l'adulte. Presque tous les animaux utilisent de l'hémoglobine pour transporter l'O2, mais chez les araignées, les crustacés et certains mollusques, l'hémoglobine est remplacée par l'hémocyanine ou le fer est remplacé par du cuivre. Les mammifères je suis désolée. Les mammifères emmagasinent aussi l'O2 dans les muscles attachés une protéine, la myoglobine, afin de pouvoir rapidement apporter de l'O2 aux cellules lors d'un effort. Cette protéine donne en particulier la couleur rouge à la viande, car l'hémoglobine, elle, renferme du fer oxygéné. Une autre protéine, la neuroglobine, a une fonction similaire dans le cerveau. Transport du CO2 dans le sang. Le transport du CO2 dans le sang se fait de 3 manières. 1. 5% à 10% est dissous dans le sang. 2. 25 à 30% se combine à l'hémoglobine. 3. 60 à 70% est transformé en bicarbonate qui est plus soluble dans le sang que l'acide carbonique. Échange gazeux. Un gaz va se propager naturellement au milieu A vers un milieu B si sa pression partielle dans le milieu A est plus grande que dans le milieu B. Ce phénomène physique s'appelle la diffusion. Les échanges d'O2 et CO2 se font par diffusion entre l'air compris dans les alvéoles et les capillaires pulmonaires, car la pression partielle de l'O2 dans l'air des alvéoles est plus élevée que la PO2 dans les capillaires pulmonaires. De même, la CO2. Alors, vous voyez en dessus, ils ont mis un P, qui n'a rien à faire là. Donc, je reprends la phrase. Car la pression partielle de l'O2 dans l'air des alvéoles est plus élevée que la O2. Il y a un P qui n'a rien à faire là. Voilà. Dans les capillaires pulmonaires. De même, la CO2 dans l'air des alvéoles est plus basse que la CO2 dans les capillaires. Dans l'air, la pression de l'air au niveau de la mer est de 760 mm de mercure, avec une proportion d'O2 de 21%. La O2 y est donc de 21% fois 760 mm de mercure, égale 160 mm de mercure. La proportion de CO2 est de 0,04%, donc CO2 égale 0,3 mm de mercure. L'azote représente la grande partie de l'air, à savoir 78%.
C'est un petit peu compliqué là, hein, mais je finis quand même cette partie. Je vous lirai juste une partie qui est un peu plus intéressante et plus facile. C'est pas très long, hein. Dans les alvéoles, chez l'humain, à la fin d'une expiration normale, le volume des poumons représente environ 2,2 litres. L'air inspiré de manière non forcée est d'environ de 0,5 litres, mais seulement 0,35 litres parvient vraiment jusqu'aux alvéoles. Donc seulement 16% de l'air y est renouvelé. Pendant une respiration au repos, les proportions des gaz sont relativement constantes, c'est-à-dire environ 14% d'O2, 5% de CO2, 6% de vapeur d'eau, l'air inspiré étant fortement humidifié, et 75% d'azote. Les pressions partielles sont d'environ environ O2 égale 100 mm de mercure et CO2 égale 40 mm de mercure. Ouais, c'est difficile. Dans le sang venant des cellules. Le sang entrant dans les poumons a été en contact avec les cellules du corps auxquelles il a cédé de l'O2 et recueilli leurs éliminations de CO2. Les pressions partielles résultant sont de O2 égale 40 mm de mercure et CO2 égale 46 mm de mercure. Diffusion entre le sang et les alvéoles. Comme la O2 dans les alvéoles est plus grande que celle dans le sang, l'O2 va diffuser dans le sang. Similairement, la CO2 est plus élevée dans le sang que dans les alvéoles, ce qui fait diffuser le CO2 vers les alvéoles. L'hémoglobine va attacher l'O2 et se saturer. Voilà, c'était un passage assez compliqué, hein. Désolée, moi je me suis un peu aussi plantée. Voilà, c'est pas grave, hein. C'était quand même expliqué correctement. Voilà. Alors, maintenant ici, maladies respiratoires chroniques. Les maladies respiratoires chroniques sont des maladies chroniques qui affectent les voies aériennes et d'autres parties du poumon. Parmi les plus courantes, on retrouve l'asthme, la maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, le cancer du poumon, la mucoviscidose, l'apnée du sommeil et les maladies pulmonaires professionnelles. Les maladies respiratoires se manifestent à tout âge, chez les enfants, les adolescents, les adultes et les aînés. La plupart de ces maladies sont par nature chroniques et elles ont des répercussions importantes non seulement sur la personne atteinte, mais sur sa famille, la collectivité et le système de soins de santé. Donc, je ne vais pas expliquer chaque maladie, j'en ai pris 3. Les 3 plus importantes, plus fréquentes plutôt, importantes et fréquentes. Et ben, je vous lis un petit résumé de ces 3 qui est très court. Voilà. Donc, asthme. J'avais fait déjà un exposé, mais je relis un tout petit paragraphe. L'asthme est une maladie chronique qui touche un grand nombre d'enfants et d'adultes dans le monde entier. Il est caractérisé par la toux, l'essoufflement, l'oppression thoracique et la respiration sifflante. En règle générale, les symptômes et les crises d'asthme, épisodes d'essoufflement sévère, sont déclenchés par l'exercice, l'exposition à des allergènes, le froid, les infections respiratoires virales, des vapeurs ou des gaz irritants, des poussières, des pollens, des moisissures, etc. Ces expositions causent l'inflammation de la paroi des voies aériennes et un rétrécissement anormal de ces dernières qui entraîne les symptômes de l'asthme. Un traitement efficace peut prévenir ou atténuer les symptômes déclenchés par ces facteurs, mais ceci n'est pas le cas pour tout le monde, malheureusement. Donc voilà, je suis aussi asthmatique, j'ai vraiment pas de chance, voilà. Maladie pulmonaire obstructive chronique. Alors ça, je n'ai jamais entendu, dont l'abréviation est MPOC. La maladie pulmonaire obstructive chronique, MPOC, est une maladie chronique caractérisée par l'essoufflement, la toux chronique et la production accrue de crachats. Même si les symptômes de la maladie apparaissent rarement chez les personnes âgées de moins de 55 ans, des changements se produisent dans les poumons plusieurs années auparavant. La MPOC est un terme commun à plusieurs maladies, dont la bronchite chronique et l'emphysème. La MPOC évolue lentement au cours des années.
L'aggravation de la maladie se conjugue avec des épisodes d'aggravation plus fréquentes, un débit aérien de plus en plus limité et le décès prématuré. La progression de la maladie entraîne chez les personnes atteintes un essoufflement qui limite l'activité et réduit la qualité de vie. D'accord, ouais, c'est grave. Ensuite, l'apnée du sommeil, ce que tout le monde connaît. L'apnée du sommeil est une pathologie sérieuse qui provoque des arrêts répétitifs du flux respiratoire durant le sommeil. Ces arrêts respiratoires ou apnées durent environ de 10 à 30 secondes et peuvent survenir à plusieurs reprises au cours de la nuit. Le type d'apnée du sommeil le plus commun est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui se produit lorsque les voies aériennes supérieures s'obstruent durant le sommeil. Souvent, l'obstruction survient durant la nuit lorsque les tissus mous du fond de la gorge s'affaissent et bloquent les voies respiratoires. Des muscles de la gorge relâchés, des voies respiratoires étroites, une langue épaisse ou un surplus de tissu adipeux dans la gorge peuvent également contribuer à l'obstruction. L'apnée centrale et l'apnée mixte sont deux autres types d'apnée du sommeil moins fréquents. Voilà, donc là j'ai terminé pour les maladies les plus fréquentes et les plus connues des poumons. Et pour terminer, je voulais juste vous lire comment est fait le poumon et puis également les alvéoles pulmonaires. Voilà. Alors, les poumons et leur structure. Les poumons sont des organes coniques et spongieux. Ils sont alimentés en air par un réseau de voies respiratoires qui prend naissance au niveau de la trachée sous le larynx. Celles-ci se divisent pour former les deux bronches souches, lesquelles pénètrent chacune dans un poumon où elles se scindent et en conduit de plus en plus fin. Les bronches lobaires, segmentaires et enfin les bronchioles. Ces dernières aboutissent dans les alvéoles pulmonaires qui se comptent par millions dans chaque poumon. Voilà, donc je vais pas tout lire, voilà les poumons avec les détails. Comme c'est vraiment impressionnant comme c'est fait. Voilà. Et puis, je voulais encore juste vous lire ce que c'est que les alvéoles pulmonaires. Alors, les alvéoles pulmonaires. Alimentées en air par les bronchioles, les alvéoles pulmonaires sont des structures élastiques enserrées par un réseau de minuscules capillaires sanguins. C'est au niveau de la surface de contact entre les deux, grâce à l'extrême finesse de leurs parois, que s'échangent l'oxygène et le gaz carbonique. Ce dernier résidu de l'activité des cellules de l'organisme sera expulsé au cours de l'expiration. Sur la surface interne des alvéoles se trouvent des globules blancs macrophages qui capturent et détruisent les bactéries et les fines particules inhalées. Voilà à quoi ça ressemble en agrandissant. Voilà. Voilà. Et puis là, c'est la respiration. Je peux juste vous lire, mais c'est la même chose que le départ, ce que je vous ai lu. Comment ça se passe? Alors, la respiration, ce processus qui apporte l'oxygène au tissu et en élimine le gaz carbonique, s'exécute en 3 phases. La ventilation pulmonaire, où l'air est amené jusqu'au poumon. La diffusion alvéolo-capillaire, respiration externe. Échange gazeux entre les poumons et le sang. Et la respiration sanguine, respiration interne. Échange gazeux entre le sang et les cellules de l'organisme. Excusez-moi un petit peu pour les mots médicaux, c'est pas facile. Voilà, donc un petit peu la respiration, un schéma de comment ça se passe. Je ne sais pas tout lu, parce qu'il y en aurait pour des heures, comme je vous dis. Donc voilà, nous arrivons au terme de cet exposé sur le système respiratoire. J'espère qu'en tout cas, il vous a vraiment plu.
Et puis, en tout cas, pour ma part, moi, il m'a beaucoup plu. Il y a juste eu un passage qui était pas très facile à comprendre, là, avec les millimètres de mercure, blabla. Ouais, voilà, c'était assez difficile, mais bon, c'est toujours des connaissances. On peut écouter sans forcément tout comprendre, mais au moins on écoute, quoi, voilà. Et puis, bah, ça nous informe aussi. Voilà. Alors, ben, on se retrouve vendredi, donc si tout va bien pour moi, sinon samedi ou dimanche, pour le système digestif cette fois. Voilà. Et puis vendredi, ben, comme ça sera le deuxième exposé depuis que je vous ai dit les exposés de cette semaine, vendredi, je vous donnerai les thèmes de la semaine prochaine, les 2 thèmes de la semaine prochaine. Voilà, qui sont déjà prévus, notés et tout. Il n'y aura pas que du médical, hein, sachez-le. Il y aura un peu de tout. Voilà. Donc sur ce, les amis, les abonnés, j'aimerais bien que vous likez ma vidéo. Ça me ferait plaisir. Que vous vous abonnez à ma chaîne. J'aimerais bien que mes abonnés augmentent un peu. Ça me ferait vraiment plaisir du fond du cœur. Non, mais vraiment, hein, je vous assure. Et puis, ne vous gênez pas de mettre des commentaires aussi. Ça me ferait aussi vraiment, vraiment plaisir. Donc sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite soit une bonne journée, comme d'habitude, une bonne après-midi, une bonne soirée, une bonne nuit, c'est égal. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une belle journée. Oh, tout du bon pour vous. Voilà, c'est plus simple. Je vous souhaite tout du bon pour vous. Pour ma part, maintenant, moi, je vais aller me coucher, car il est tard, il est passé minuit et demi. Voilà, donc en fait, l'exposé, ben oui, ça va arriver mardi, mais je l'ai commencé lundi, voilà. Alors, tout du bon, je vous laisse, je vous adore. À bientôt, à vendredi. Bisous, bisous. Allez, je vous adore. Bisous, bisous. Rebecca, merci de m'avoir écouté.